Bien. J'avais envie de commencer par être un peu provocant, comme mon collègue Rachid. Ça m'invite à dire que je vais osciller entre ma casquette de président de la Commission wallonne de la politique d'intégration et ma casquette de travailleur depuis 18 ans au Centre pour l'égalité des chances. Et donc, je profiterai des deux pour suivre le cours du PowerPoint. Peut-être, oui, provocant, parce que avec Philippe Grenier, quand on s'est dit comment est-ce qu'on va se répartir, et il revenait évidemment à Philippe de faire ce qu'il a fait. Et donc j'ai proposé de travailler sur la question des enjeux, dans la mesure où c'est quelque chose que, les enjeux de la politique d'intégration, dans la mesure où c'est quelque chose que nous avions travaillé avec la Commission wallonne, et que d'ailleurs nous avions remis à la ministre un rapport qui reprenait un certain nombre d'enjeux. Une chose est évidemment la présentation que M. Grenier a faite, autre chose est de dire, tiens, au fond, qu'est-ce que ça recouvre comme enjeu que d'avoir ce plan d'action politique. Et donc, de montrer aussi qu'il y a aussi des difficultés dans la mise en œuvre d'un certain nombre de choses, et pas simplement en termes de moyens, ou pas simplement en termes d'acteurs, mais en termes de processus institutionnels et politiques. Et qu'il faut pouvoir aussi les dépasser. Et ce faisant, je pense que ça fait écho à plusieurs choses. Je n'étais pas là ce matin, mais en tout cas de ce que j'ai entendu cet après-midi, où on a parlé de deux choses, en tout cas que je voudrais parler aujourd'hui, c'est les politiques générales et transversalité. Peut-être dire deux mots sur la commission que j'ai le plaisir de présider, rappeler que c'était suite à la réforme des organes consultatifs que la région wallonne a opéré en 2009, si je ne m'abuse. Elle a créé ce qu'on appelle le Conseil wallon de l'action sociale et santé, le COAS, et qui est composé au fond de 6 commissions, dont celle, la commission à la politique de l'intégration des personnes d'origine étrangère. Il y a la commission santé, il y a la commission âge, la commission handicap, et j'en oublie encore. Mais donc ces 6 commissions forment le conseil d'avis auprès de la ministre, et donc nous sommes habilités à émettre un certain nombre d'avis à la ministre. Ça, c'est de là où je parle aujourd'hui, et donc nous réunissons 15 membres effectifs et autant de suppléants qui proviennent à la fois des partenaires sociaux, des centres régionaux d'intégration ou des milieux associatifs, et donc c'est de concert qu'on émet un certain nombre d'avis, dont le rapport que nous avions pris à la ministre et dont je vais évoquer un certain nombre de choses. Où je voulais peut-être être un peu provocant en commençant, c'est de dire que pour moi, un des premiers enjeux, c'est de tordre le cou à un certain discours politique qui revient et qui était dit par une certaine frange politique à l'époque, c'est-à-dire que les politiques d'intégration sont un échec, voyant par là expliquer les difficultés vécues sur le terrain, que ce soit de l'emploi ou du logement, des personnes issues d'immigration. Il fut un temps où c'était un certain discours de droite qui le disait. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on sent aussi que parmi certains acteurs progressistes de l'action sociale, ce genre de discours est en train d'être aussi dit. Et donc, je voudrais aussi, et je vais essayer d'en faire la démonstration, c'est que pour moi, c'est faux. Les politiques d'intégration ne sont pas un échec, parce que c'est donner plus de responsabilités que l'on a à la politique d'intégration par rapport aux difficultés que peuvent vivre notamment les personnes issues d'immigration. Alors, à la Commission, on s'est non seulement réfléchi sur la question des enjeux, mais aussi de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on. Alors, de quoi parle-t-on et c'est vrai qu'avec l'arrivée du parcours, je dirais que ça va un peu dans ce sens-là, c'est de dire, lorsqu'on parle de politique d'intégration, de qui on parle. On parle à la fois des personnes qui sont ici de 3e ou 4e génération, mais on parle aussi des primo-arrivants, et on en fait une politique comme si cette population était un bloc monolithique. Or, on le sait, ce n'est pas un bloc monolithique, et quand on parle des problèmes vécus par les personnes récemment arrivées sur le territoire, on ne parle pas des difficultés des personnes qui sont nées chez nous, de parents issus de l'immigration, eux-mêmes belges, et eux-mêmes issus de familles qui ont peut-être pris la nationalité belge, et donc qui, de génération en génération, vivent chez nous depuis longtemps. Et donc, une des premières je pense, travail qu'il faut faire en matière de politique visant les personnes issues d'immigration, c'est de pouvoir bien distinguer ces publics, même si, partant de l'accueil, de la lutte contre les discriminations et de l'égalité des chances et la diversité culturelle, ces domaines se croisent, il est bon
d'un point de vue intellectuel, mais aussi à l'heure de pouvoir monter des projets et de prévoir des financements, de pouvoir distinguer un certain nombre de moyens par rapport au public que l'on vise. Donc, de bien distinguer les publics et de savoir de qui on parle pour ne pas avoir de confusion. Par rapport au slide, j'ai gardé le terme égalité des chances parce que c'est un vocabulaire consacré. Nous avons une ministre de l'égalité des chances, mais il est entendu que pour nous, égalité des chances, c'est égalité des droits, et qu'on est bien dans cette réflexion-là, les chances étant pour nous un vocable désuet, et donc on est bien dans l'optique de l'égalité des droits. Alors, maintenant, de qui parlons-nous? Évidemment, des personnes récemment arrivées sur le territoire, les primo-arrivants, les personnes de nationalité ou d'origine étrangère, mais aussi, et j'en viens à ce qu'on discutait là tantôt, aussi la population, voilà, et de se dire comment on peut à un moment donné, et de la part d'une ministre et d'un gouvernement, il y a un devoir d'explication, de clarification par rapport à la population en général sur la réalité par rapport à l'immigration, mais aussi sur l'utilité et le besoin de pouvoir dégager un certain nombre de politiques vis-à-vis de ces personnes. Et là, il y a un travail pédagogique, selon nous, qui doit être fait de la part de l'autorité publique. Alors, au niveau des défis, deux défis nous semblent importants. Un, c'est de réinscrire les politiques dites d'intégration au corps même des politiques générales. Ce n'est pas les politiques d'intégration qui vont faire en sorte que les personnes vont trouver de l'emploi. Ce n'est pas les politiques d'intégration qui vont faire que les personnes vont avoir un logement décent. On est bien là dans des politiques générales où la question de l'intégration doit pouvoir être prise en charge aussi par les politiques générales, que son emploi, que son logement, que son enseignement, ou qu'est aussi une politique culturelle. Deuxième défi, c'est de développer la transversalité des politiques dites d'intégration, et je voudrais passer avec vous les deux types de défis. Alors, investir les politiques générales, les politiques spécifiques ne sont qu'un aspect des politiques générales. Et donc, ce qui nous semble, c'est que c'est de pouvoir travailler au cœur même d'une politique de l'emploi, et là, le ministre de l'Emploi, pour nous, a une responsabilité pleine et entière par rapport à la question de la position des personnes étrangères sur le marché du travail. Et il ne revient pas uniquement à la ministre qui a l'intégration dans ses compétences, de pouvoir travailler sur un domaine dont elle n'est pas compétente. Et donc il y a là, pour nous, une prise de responsabilité aussi par secteur et au travers des politiques générales. Deux, par rapport si on prend l'exemple de l'emploi, d'abord je voudrais faire un petit retour en arrière en parlant du Bureau international du travail et pour dire que le colloque d'aujourd'hui, il y a 15 ans, on se posait les mêmes questions, c'était pratiquement les mêmes constats et nous étions tous en train de dire on va faire. Et c'était ça en 1996 ou en 1997 quand le rapport du BIT a été présenté. 15 ans après, nous en sommes encore à nous poser les mêmes questions. Ça, je pense que c'est important à le mettre pour montrer que derrière ces questions, il y a aussi une histoire. Alors, au niveau des discriminations, deux types, et je ne vais pas refaire ce que vous avez sans doute entendu ce matin, mais pour montrer combien la politique d'intégration, si elle est utile, ne peut pas être complètement responsable d'une politique à mener en matière d'emploi. Si on prend la question de la discrimination individuelle, et je vous passe le type de discrimination qui existe, direct, indirect, le harcèlement ou l'injonction, qui concerne les 3 stades du marché du travail, qui concerne les personnes individuellement, que ce soit au niveau de la stratification du marché du travail, c'est-à-dire les discriminations systémiques qui sont produites par le système lui-même. Il y a là deux aspects de la discrimination, l'un individuel, l'autre collectif, et qui est un effet de système qui oblige le marché du travail et les acteurs du marché du travail à avoir une réponse. Et là, de qui parle-t-on? On parle des partenaires sociaux et on parle de l'acteur politique ayant l'emploi dans sa compétence. Il y a donc là, pour nous, une responsabilité de la politique générale. Deuxième défi, c'est de pouvoir inscrire les politiques d'intégration dans le cadre d'une politique transversale.
On l'a entendu ce matin, et j'en ferai simplement un petit exemple, et on le reverra tantôt, en l'illustrant par quelque chose que certains d'entre vous y vont sans doute s'y reconnaître. À l'heure par exemple, de soumettre un projet au niveau du fonds d'impulsion, lorsqu'on veut faire une action dans l'école, on l'adresse à la communauté française. Lorsqu'on veut faire un projet autour de l'école, on se l'adresse à la région wallonne. Lorsqu'on veut faire un projet cohérent, concerté, on ne peut pas faire un et un seul formulaire, on est obligé d'en faire deux. L'un qui va aller vers la communauté française et l'autre qui va aller vers la région wallonne. Les centres régionaux, et il y a des représentants ici, sont compétents en politique d'intégration, sauf qu'ils ne peuvent pas intervenir au niveau de l'école. Et donc, il y a là, pour nous, un souci majeur de pouvoir construire ces transversalités et que ça puisse s'inscrire directement au niveau de la politique et au niveau du territoire wallon. Alors, 4 types de transversalité, nous avons identifié 4 types de transversalité. La première, c'est un enjeu politique qui fait que la question de l'accueil à l'intégration est transversale à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau international ou européen, mais inscrit directement dans notre pays, au niveau fédéral, au niveau communautaire, au niveau régional et au niveau provincial. Il y a à chaque niveau de pouvoir une parcelle de responsabilité en matière de politique d'intégration. Et donc, on pose la question de la concertation. Quand j'entendais Francis Prenghetti parler de Liège, où là la ville organise ce type de concertation, il disait, je pense assez justement, qu'il n'a pas connaissance si ça se fait partout. Mais effectivement, je pense qu'il y a là un besoin de ce type de concertation qui permette de réunir différents acteurs qui appartiennent à différentes institutions ou niveaux de pouvoir à l'heure de pouvoir faire un plan d'action sur le territoire par exemple comme à Liège. Deuxième type de difficulté, la coopération entre la communauté française et la région wallonne. On plaide depuis des années un accord de coopération, justement pour pouvoir joindre à la fois les compétences communautaires et les compétences régionales et de pouvoir l'inscrire sur le terrain wallon avec des acteurs wallons, et notamment, je pense, aux centres régionaux. Donc, il y a un enjeu politique derrière cette question de la transversalité qui nous paraît d'une importance capitale. La deuxième, c'est un enjeu institutionnel, c'est-à-dire que faire un mainstreaming de l'intégration, ça suppose que des actions et des mesures puissent être prises par d'autres départements administratifs que celui de l'action sociale et santé. J'en reviens à dire, Madame Thiel, ministre de l'Intégration, n'est pas responsable de l'ensemble des difficultés liées à l'insertion des personnes d'origine étrangère dans d'autres domaines que sont le logement, l'emploi. Par contre, elle a peut-être et certainement une responsabilité en termes d'aiguillon et de pouvoir, je dirais, motiver et en tout cas encourager un certain nombre de choses parmi ses collègues. De là, en tout cas, on se disait, le plan global égalité des chances, je pense qu'il n'a pas été évoqué là tantôt, est une part de réponse, c'est-à-dire où le gouvernement essaye de mettre les différents titulaires des différents départements autour d'une même table pour réfléchir à voir comment développer l'égalité des chances sur le terrain wallon. Mais au niveau de la commission, nous allions plus loin et nous disions à quand un gouvernement thématique où on pourrait plancher sur la matière de l'intégration avec les différents ministres concernés et pas simplement autour du département de l'action sociale et santé qui a l'intégration dans ses compétences. Alors, troisième type d'enjeu, c'est l'enjeu des champs et des secteurs, c'est-à-dire, on le sait, l'intégration ne concerne pas que le social, mais concerne la dimension économique, la dimension culturelle et la dimension politique. Et donc, il y a là aussi un travail à pouvoir faire entre ces différentes dimensions qui aujourd'hui ont du mal à se retrouver autour de cette discussion. Quatrième enjeu, c'est l'enjeu territorial, c'est-à-dire dépasser les logiques sous-régionales afin d'ériger une politique régionale cohérente, concertée et coordonnée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de choses qui sont faites, mais ce pourquoi nous plaidons, c'est que cette politique d'Arlon à Tubize puisse être cohérente et que l'offre publique ne soit peut-être pas identique, mais en tout cas similaire, qu'elle puisse être coordonnée et concertée par l'ensemble des acteurs, ce qui n'est pas encore le cas en région wallonne. Et donc il y a là, je pense, un travail à pouvoir faire et où je pense que le parcours d'intégration est en train, je pense, sur ce volet-là,
est en train de construire cette question de concertation et de coordination et de dépasser le côté sous-régional, parce que c'est vrai que quand on lit le décret sur l'intégration, on sent très vite que c'est un décret qui est axé sur le sous-localisme, en tout cas les communes et l'autonomie communale, et qui crée, à notre sens, des difficultés à l'heure de bâtir une politique d'intégration. Alors, autre domaine dans lequel il y a lieu aussi d'investir, mais là il ne s'agit plus d'une responsabilité du régional mais bien du fédéral, c'est qu'à l'heure de vouloir construire des actions positives, il nous manque une chose, c'est le cadre légal. C'est-à-dire que faire des actions positives au sens de la définition qui paraît pour l'instant, c'est-à-dire de pouvoir créer un ensemble de mesures cohérentes à caractère temporaire visant à améliorer la situation d'un groupe cible afin de leur assurer une égalité effective, c'est-à-dire de pouvoir déroger presque à certains principes de droit, demande un cadre légal, et nous sommes en attente auprès du fédéral d'un arrêté royal qui devrait arrêter les modalités d'exécution des actions positives, ce que nous n'avons pas encore. Alors, les outils de gouvernance, et je terminerai avec ça, Laetitia. On pense que par rapport à la question de l'intégration, c'est de pouvoir initier un gouvernement thématique, ça nous paraît important. Deux, c'est de pouvoir établir une véritable évaluation régulière sur les politiques menées. Et ça, je pense que c'est un élément que nous avons. Nous avons des rapports d'activité, mais de pouvoir évaluer, ne serait-ce que l'impact des politiques sur les populations concernées, c'est un outil qui nous manque. Et enfin, de pouvoir établir régulièrement l'état de situation de l'immigration en Wallonie. Il y a là un travail de production de chiffres qui nous paraît important. Alors on sait, parce que les acteurs nous disent, il y a certaines communes qui ont développé un certain nombre de banques de données, mais qui sont spécifiques à la commune ou à la ville. Ce qui nous semble important, c'est de pouvoir établir un véritable monitoring sur la région wallonne et de pouvoir établir la situation de l'immigration en Wallonie par commune et de savoir où se trouvent les gens, dans quelle importance. Et nous avons, je pense que nous sommes invités aujourd'hui par l'US, nous avons les outils nécessaires et utiles pour le faire, mais pour nous c'est et surtout à l'heure du parcours, c'est certainement un des outils sur lequel il faudrait absolument réfléchir. Voilà, je sais que le temps nous est compté, donc je m'arrête. Michel.